Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à la fois André Pouget et Olivier Sidler. André Pouget, vous avez fondé le bureau d'études thermiques et fluides Pouget Consultant en 1982 et vous avez récemment passé le relais à de nouveaux collaborateurs. Oui. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'énergie dans le bâtiment. Je vais en citer deux. J'ai Bâtiment collectif durable, rénové maintenant autrement. Et puis j'ai également Amélioration thermique des bâtiments collectifs construits de 1850 à 1974, qui est un des sujets qu'on abordera aujourd'hui également. Ensuite, vous avez participé à l'élaboration des différentes réglementations thermiques françaises, ce qui nous permettra aussi de voir un peu votre sentiment sur la façon dont les choses se passent. Olivier Sidler, vous avez fondé le bureau d'études Enertech, duquel vous êtes retiré aujourd'hui. Vous l'avez fondé en quelle année, Enertech ? Alors, Enertech a pris en fait la continuation du cabinet Sidler qui a été créé en 1980. D'accord. Et Enertech, c'était les mêmes salariés, mais comme on devenait un peu gros, on est passé en SARL et c'était en 1998. D'accord. Vous êtes en SCOP aujourd'hui, en SRL SCOP, il me semble. Et là, ouais, exactement, la société est passée en SCOP. Donc vous êtes également fondateur, enfin l'un des 12 membres fondateurs de Negawatt, donc, qui est une association qui travaille sur la transition énergétique. On disait que c'était au début des années 2000, la fondation de Negawatt. C'est ça. Negawatt a établi notamment les fameux scénarios Negawatt qui tracent un futur sans fossiles et sans nucléaire. Vous êtes également l'auteur de Bâtiments performants, des constructeurs relèvent le défi du réchauffement climatique en France et d'un certain nombre de rapports dont on pourra aussi parler en cours d'échange. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Alors, tous les rapports qu'on a faits, dès le début, on s'est demandé, puisqu'on faisait beaucoup de campagnes de mesure qui étaient des données extrêmement rares et uniques au monde, même personne n'en faisait au monde, on s'est demandé si on les gardait pour nous tout seuls ou si on les mettait dans le domaine public. Alors, comme on est dans un secteur concurrentiel, évidemment, c'était un problème. Mais je me suis dit que si on les gardait pour nous tout seuls, certes, on aurait une avance sur le plan de la concurrence, mais on ne ferait pas changer le monde assez vite. Donc, on a tout mis. Tout est en libre service sur le site d'Enertech. À peu près tous les rapports financés sur fonds publics sont disponibles sur le site d'Enertech, enertech.fr. Voilà. Et André, vous avez quelque chose à ajouter ? Juste à propos du titre de l'amélioration des bâtiments collectifs, il est plus connu sous le nom du guide ABC. Et le second, qui est paru il y a 6 mois de cela, c'est le guide BCD, comme bâtiment collectif durable. Puis maintenant, je laisse les autres lettres de l'alphabet à ceux qui voudront compléter. Il y a de quoi faire. Oui. Je m'appelle Jean-Pascal Schaeffer, je vous parle de Marseille. Mes compétences sont dans le domaine de l'énergie et du numérique. Ce qui m'intéresse principalement, c'est d'aider nos auditeurs à mieux comprendre les problématiques énergétiques. Nous allons d'abord parler du passé pour mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui, faire un essai de prospective. D'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posent par rapport à l'après, le fameux après-Covid. Même s'il est important de bien poser le diagnostic, ce qu'on fera bien sûr, l'idée c'est vraiment qu'on travaille sur les solutions. En particulier, nous comptons sur vous pour que les citoyens français et aussi francophones en général comprennent bien ce qui se joue et en quoi ils peuvent être acteurs, quelque part aussi, les citoyens, de la suite des événements sur les questions énergétiques. Nous allons parler des réglementations énergétiques qui nous ont menés à aujourd'hui. Je vais m'adresser d'abord à André Pouget. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision sur les grandes étapes dans la prise de conscience des problématiques énergétiques au XXe siècle ? Alors, quand est-ce que ça a commencé ? Les réglementations dans la construction, dans le bâtiment. La première étape, c'était à l'époque du premier choc pétrolier, en 1974. À l'époque, le slogan, c'est « On n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». L'intérêt à en avoir encore plus aujourd'hui. Ça date de 1974. Et la première réaction des pouvoirs publics à cette situation-là, ça a été de dire tout ce qui va sortir de terre, au moins ça sera isolé avec double vitrage et ventilation mécanique. Ça, c'est parti de 1974, avec des différences selon les énergies utilisées. L'étape suivante, ça a été toujours pareil, un niveau d'isolation minimum, mais aussi des considérations sur les besoins de chauffage, donc des apports gratuits, des perditions moins apports égale besoin. Donc l'architecture était sauvée. L'étape suivante, et il n'y en a que 3, c'est un grand principe sur l'énergie. L'étape suivante, ça a été en 88, 89,
ça a été en termes de considération de consommation, non plus de déperdition de besoins, mais de consommation. La consommation, c'est les déperditions moins les apports solaires égale les besoins. Pour fournir ces besoins thermiques, on utilise un système qui n'a pas un rendement supérieur à 1, et donc ça conduit au calcul des consommations énergétiques. Vient se greffer, en plus du chauffage, l'eau chaude sanitaire et les autres usages. Voilà. Donc ça a été les 3 étapes réglementaires avec 3 phases différentes. Ensuite, les étapes suivantes, c'était toujours en termes de consommation, mais avec des exigences un peu plus importantes. Donc 89, 88, 89, après il y a eu la RT 2000, 2005 et 2012, exigences de plus en plus importantes. La RT 2012, ça a été la première réglementation qui a imposé, en termes d'énergie primaire, quelle que soit l'énergie utilisée pour le chauffage. Petite seconde, qu'est-ce que l'énergie primaire? L'énergie primaire, c'est l'énergie qu'on trouve dans la nature. Donc, ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole, ça peut être de l'uranium, ça peut être, voilà, c'est celle qui est dans la nature. L'énergie finale dont parlait André à l'instant, c'est celle qui est livrée aux bornes des bâtiments, c'est celle qui est vendue aux clients définitifs. Au compteur. Alors, il y a des petites différences entre les deux pour les combustibles, puisque le gaz qu'on extrait ou le pétrole qu'on extrait, ce n'est pas celui qu'on va mettre dans sa chaudière. Il y a des transformations. D'abord, il y a du transport, donc on consomme de l'énergie pour le transformer. Puis, on va le raffiner, ce qui consomme encore de l'énergie. Voilà. Donc, il y a déjà des quantités d'énergie qui ont servi à produire l'énergie finale. Et puis, pour l'électricité, c'est relativement différent puisque la majorité de l'électricité dans le monde est produite par voie thermique, c'est-à-dire qu'on brûle, on fait de la chaleur, donc on brûle un combustible ou on casse des noyaux. Avec cette chaleur, on fait de la vapeur d'eau à haute pression. Cette vapeur à haute pression, on la détend dans des turbines et ces turbines entraînent un alternateur qui va générer du courant. Le problème, c'est que ce cycle, qui est un cycle thermodynamique, est soumis au rendement de Carnot, qui veut que le rendement soit d'autant plus élevé que la température dans la chaudière, donc à l'entrée de la turbine en définitive, soit la plus élevée possible. Et malheureusement, elles ne sont jamais assez élevées, ces températures, et donc on a des rendements situés entre 30 et 40%, même maintenant on arrive à monter jusqu'à 60% pour des turbines à gaz à cycle combiné. Disons en moyenne, en France, on est autour de 30% avec l'énergie nucléaire, c'est-à-dire qu'il faut 3 kWh d'énergie primaire pour faire 1 kWh d'énergie finale. Alors, puisqu'on est sur cette question, beaucoup disent, mais par exemple avec l'énergie nucléaire, il ne faut pas compter ça comme ça, on peut faire rien d'autre avec l'uranium qu'on a cassé. C'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire que dans une centrale thermique, quelle que soit la source de la chaleur, on est obligé de dissiper les 2/3 de l'énergie qu'on a fait rentrer à l'intérieur, puisqu'il n'y en a qu'un tiers qui est transformé en électricité. Et c'est pour ça que vous avez ces grandes tours, qui sont des tours de refroidissement, dans lesquelles on dissipe de la chaleur. Mais on pourrait parfaitement, technologiquement, ça serait tout à fait faisable, et ça se fait dans certains pays, récupérer cette chaleur au lieu de l'envoyer dans la nature, pour en faire du chauffage urbain ou des process industriels. Voilà. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à dire que l'énergie nucléaire ne peut servir qu'à faire de l'électricité, rien d'autre. Ce n'est pas vrai. On pourrait parfaitement, d'ailleurs, moi j'habite la Drôme, et à Pierre-Latte, j'ai rénové des immeubles collectifs qui étaient chauffés par la chaleur de la centrale nucléaire. Puis il y a la ferme aux crocodiles, mais ça c'est un petit peu anecdotique. Et voilà, on peut faire quelque chose avec cette chaleur et il ne faut pas considérer qu'elle est perdue d'emblée. Et si vous estimez que cette phase n'existe plus, bien personne ne cherchera à récupérer cette chaleur. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut le plus d'efficacité possible dans tout ce qu'on fait. Voilà. Je continue à propos de l'évolution des réglementations. Jusqu'à présent, il y avait thermique, énergétique, consommation d'énergie, et tout d'un coup est arrivé un nouveau indicateur. Ce sont les émissions carbone, qui sont plus ou moins corrélées, certes, aux consommations d'énergie et à l'énergie utilisée. Et ça, c'est la nouveauté, mais après la RT 2012. La RT 2012, c'est toujours que de l'énergie. Une petite précision quant au niveau exigé dans chacune de ces étapes réglementaires. En fait, les pouvoirs publics, aidés du CSTB
et d'autres interlocuteurs cherchaient à optimiser l'investissement, c'est-à-dire on va investir des sous pour isoler, pour faire performant, jusqu'au moment où c'est plus rentable. En fait, c'était une logique économique d'optimisation économique, de point d'inflexion d'une courbe de surcoût. Donc, je reviens aux étapes réglementaires. Après 2012, ça a été une nouvelle étape, un label expérimental lancé par les pouvoirs publics qui s'appelle E+C-, d'expérimentation, E+C-. Et tout ça pour préfigurer, pour anticiper, pour comprendre comment mettre en place une nouvelle réglementation qui s'appelle plus RT, mais RE, E comme environnement, 2020, probablement 2021. Donc, pour prendre en compte ces considérations énergétiques et environnementales. Tout ce que je viens de dire là concerne la construction neuve. Ah oui, justement, ça c'est vraiment… alors, on peut peut-être s'interroger maintenant et demander aussi son avis à Olivier Sidler sur la problématique de la rénovation. Alors, je rappelle d'abord, hein, c'est vrai qu'on est tous très à l'aise, enfin, on peut être très à l'aise avec certains termes, mais c'est vrai que RT, CSTB, alors je traduis, donc RT, réglementation thermique, CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. Ce que j'ai retenu de ce que vous disiez, André, c'était cette notion qu'en 1974, on s'est intéressé à l'isolation des bâtiments, à la fois sur sur ces aspects plus à caractère d'enveloppe des bâtiments. À partir de 88, on s'est intéressé plus à l'aspect consommation. Chaque réglementation a renforcé le niveau d'exigence et a cherché à faire baisser les consommations. Et depuis le fameux label E+C-, énergie plus, carbone moins, et encore plus cette fameuse réglementation environnementale qui se dessine, on a intégré un nouveau paramètre qui est le carbone. Je voudrais ajouter des précisions sur ce calcul réglementaire. Il faut savoir que jusqu'en 1974, on pouvait construire des maisons en papier. On pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas aucune règle. Donc c'est très important cette première réglementation. Il faut savoir qu'elle a fait hurler tout le monde. Et que ce qui est très drôle, et André le confirmera, chaque fois qu'il y a eu une nouvelle réglementation, 82, 88, 2000, 2005, 2012, toute la profession râle en disant que ça ne sera pas possible. Et un an après, tout le monde est là à se dire finalement, on y arrive, simplement, on travaille un petit peu différemment. Ça, c'est le premier point, c'est assez amusant et il faut en avoir conscience. La deuxième chose qui est très importante, c'est que ces réglementations, elles sont nécessaires pour des pouvoirs publics pour accorder un permis de construire. C'est-à-dire qu'on veut vérifier que les gens ne font pas n'importe quoi et donc doivent être conformes à cette réglementation. Ce qui nécessite d'avoir un calcul qui est réglementaire. Et ça, je voudrais faire une remarque importante sur ça. Ce calcul, il est forcément conventionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de conventions. On décide qu'il fait 19 degrés la journée, qu'il fait 16 la nuit, que les volets sont ouverts de telle heure à telle heure, qu'il se passe ceci, cela, etc. Bon, un tas d'hypothèses qui ne correspondent pas à la réalité. C'est des conventions, ce n'est pas très grave. On se met d'accord sur ces conventions et, moyennant ces conventions, on arrive à telle valeur de la consommation. Le problème, c'est qu'avec le temps qui est passé, aujourd'hui, presque tout le monde considère que ces calculs conventionnels sont des prévisions. Et vous n'arrêtez pas de voir dans les journaux, même professionnels, tel bâtiment a été livré, les consommations ne sont pas du tout celles attendues. Et là, je voudrais faire vraiment arrêter tout de suite. Ça n'a jamais été des prévisions, ça ne pourra jamais l'être. C'est un calcul qui a une fonction purement pour les pouvoirs publics. Si on veut faire des calculs de prévision, il faut utiliser d'autres outils et de toute façon, c'est quasiment impossible de faire une bonne prévision. Il y a toujours un tas d'hypothèses, même si l'outil est plus sophistiqué. Puis la dernière chose que je voudrais faire remarquer, c'est que la plupart de mes confrères, aujourd'hui, pour concevoir un bâtiment, n'ont qu'une seule boussole, c'est le calcul réglementaire. Et ça, c'est une immense erreur. C'est pas fait pour ça. Ça donne pas des bons résultats. Ça amène à des combinaisons techniques qui n'ont souvent pas beaucoup d'intérêt. Les vraies méthodes pour concevoir, pas une maison individuelle, mais des bâtiments un peu plus complexes, c'est la simulation dynamique, donc des outils lourds qui, eux, permettent de voir vraiment comment le bâtiment va se comporter et qui permettent
d'adapter la conception avec l'architecte de manière absolument remarquable et tout à fait optimum, qui donne d'excellents résultats à la sortie. Donc ça me paraît important de le dire, même si ce n'est pas le moment où il était prévu de le dire dans nos échanges. C'est vraiment essentiel d'avoir ça à l'esprit. On utilise le calcul réglementaire parce qu'on le doit pour l'État, et c'est normal, mais on conçoit avec d'autres outils. Cette question-là, le calcul réglementaire ne peut pas être utilisé pour les prévisions, c'est un fait, c'est incontestable. La question, c'est que pour faire un calcul réglementaire, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on demande de plus en plus de données, de caractéristiques du bâtiment. On va calculer la surface, les métrés des différentes parois, les surfaces des différentes vitres, la nature des isolants. Enfin, voilà, on va entrer dans un tas de détails techniques extrêmement précis. On va déterminer les ponts thermiques. Une fois qu'on a intégré toutes ces données, on est en capacité de faire un calcul assez facilement, estimant la réalité. Donc pourquoi est-ce qu'on se prive de la réalité dans la mesure où on est capable de le faire? Pour une raison simple, c'est que autant en 1974, 82, tout ça, ça ne se voyait pas trop. Mais aujourd'hui, on est arrivé à des enveloppes tellement performantes et les besoins sont devenus tellement faibles qu'il y a un élément qui l'emporte et qui n'est pas pris en compte dans le calcul réglementaire, c'est tous les apports qui sont internes, c'est-à-dire tous les appareils qui sont à l'intérieur des locaux et qui dégagent une quantité d'énergie beaucoup plus importante que celle du chauffage. Par exemple, on a fait l'extension de l'école des ponts et chaussées il y a quelques années. Le chauffage représente 7% de la consommation d'énergie totale, il est fait par pompe à chaleur. Tout le reste, c'est des consommations d'usage spécifique de l'électricité. Ce n'est pas avec le calcul réglementaire que je peux concevoir un bâtiment comme celui-là. Tous mes efforts sont sur les pompes, les ventilateurs, les ordinateurs. C'est là que se joue la qualité de la performance à la sortie. Et beaucoup, notamment dans le tertiaire et dans le tertiaire de bureau, beaucoup de projets où on nous disait ce n'est pas la consommation qui était prévue, ils ont juste simplement travaillé que sur une enveloppe, ils n'ont pas du tout travaillé sur les usages. Et les usages, notamment l'informatique, nous, on a fait tellement de campagnes de mesure qu'on savait que c'était un poste lourd, et les autres se retrouvaient avec des consommations énormes, évidemment, dues à l'informatique. Ils disaient ce bâtiment ne consomme pas ce qu'il devrait consommer. Donc, c'est vraiment fondamental de comprendre qu'aujourd'hui, finalement, le chauffage, j'ai envie de dire, c'est presque plus rien, parce qu'on le fait bien. Mais si on veut avoir une idée de sa consommation, il faut à tout prix, et de la consommation globale du bâtiment, il faut à tout prix prendre en compte tous les autres usages. Et l'essentiel de notre travail, il est sur ces autres usages, il n'est même plus sur le chauffage. Aujourd'hui, on utilise des pompes à chaleur, on a des COP mesurées sur une année qui dépassent 6. Donc moi, j'ai des logements sociaux qui consomment 4 kWh d'électricité par mètre carré et par an, grâce aux pompes à chaleur. Et le reste, c'est l'électroménager qui représente 10 fois ça. Donc, le problème, c'est déplacé. Voilà. La future réglementation environnementale est partie pour considérer l'ensemble des autres usages. Ce que disait Olivier tout à l'heure, c'était que cet outil ne peut pas servir au rapprochement. Pourquoi? Lié au fait qu'au niveau réglementaire, on rentre des scénarios de fonctionnement, d'usage conventionnel. Le futur occupant ne sait pas s'il est conventionnel. Donc, s'il ouvre, ferme, c'est… Voilà. Si on peut résumer quand même dans l'intérêt des particuliers qui nous écoutent, c'est de dire que finalement, dès lors qu'il y a un calcul thermique qui est fait sur leur bâtiment, notamment face aux nouvelles réglementations, ça vaut peut-être la peine, le supplément de coût risque d'être assez faible, pour peu qu'ils aient un bureau d'études de bonne qualité, entre un calcul thermique à caractère conventionnel, réglementaire, qui est une chose, et un calcul thermique en simulation thermique dynamique, par exemple, qui va aller chercher davantage la réalité des consommations en se basant sur les pratiques de ce ménage X ou Y. Finalement, faire les deux, ça peut être tout à fait pertinent pour justement avoir une évaluation de ce qu'on va réellement consommer. Est-ce qu'on va consommer 100 €, 200 €, 1000 € d'énergie par an? C'est important. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre. En construction neuve, c'est l'un et éventuellement l'autre. Mais le calcul réglementaire est dû. Et ce n'est pas à remettre en cause, c'est normal.
je ne ferai jamais de simulation dynamique pour une maison individuelle parce que c'est quand même un calcul qui est compliqué, enfin, qui est long, qui est beaucoup plus lourd, qui ne se justifierait pas. Avec la pratique, on sait très bien ce qu'il faut faire, sauf la maison que je suis en train de concevoir aujourd'hui parce que je veux qu'elle soit sans chauffage. Donc là, je suis autour de 2 kWh par mètre carré de besoin et j'ai besoin d'une grande précision pour y arriver. Ce que dit André est juste au sens où c'est vrai que là, on va introduire tous ces autres usages, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bureaux d'études n'ont aucune idée de la consommation de ces autres usages. C'est vrai qu'à Enertech, on a cette chance d'avoir tout mesuré depuis maintenant 25 ans, d'avoir des bases de données immenses avec toutes les informations, à la fois des consommations, mais du moment de l'heure dans la journée où se font les appels de consommation, ce qui nous permet, quand on simule, par exemple des bureaux, ben on simule aussi les heures auxquelles on a des courbes qui nous donnent l'ordinateur, ben voilà, statistiquement à 7h30 les premiers arrivent, à 11h il y a une pause, à midi il y a une grosse pause, etc. Puis ça reprend. Donc on a un profil au cours de la journée qui est juste. Et on a des puissances qu'on connaît bien aussi. Donc, il y a encore, c'est bien de prendre en compte tous les usages, encore faut-il bien les connaître. Et là, il y a une lacune immense dans les confrères qui font du bureau d'études. La plupart ne savent pas qu'est-ce qu'ils consomment quoi. Donc, on sera, bien sûr, on prendra les apports, ce qui est déjà mieux, mais avec beaucoup d'erreurs, et ça ne changera pas tant que tout le monde ne sera pas rentré dans la vraie question qui est celle de connaître les consommations d'électricité spécifiques et savoir comment on peut les réduire. Je rappelle juste que nos nouveaux bureaux d'Enertech, qui ont maintenant 3 ans, 4 ans bientôt d'utilisation, consomment 6 kWh, moins de 6 kWh d'électricité par mètre carré par an, moins de 6, tous usages confondus. Olivier, est-ce qu'on peut traduire ça, 6 kWh par mètre carré par an, en termes de facture annuelle pour, mettons, 100 mètres carrés? Eh bien, comme c'est en plus un bâtiment qui a juste un pan de toiture en photopile et que les photopiles produisent 7 fois ce que consomme le bâtiment, on n'a pas de facture, on a des recettes d'exploitation. On dépense beaucoup moins que ce que nous rapporte le pan de toiture de photopile. Voilà, pour un bâtiment qui a coûté 1120, 1120 euros hors taxe du mètre carré de chaude. Donc voilà, ce qu'on peut faire de mieux, nous on voulait se faire plaisir, on voulait mettre tout ce qu'on savait faire de mieux, ça peut donner ça. Voilà. Alors après, le tout, c'est que chacun maintenant progresse sur cette connaissance des autres usages qui sont le vrai problème. Si on veut faire des bâtiments qui ne consomment rien, ça sera dans les autres usages. Ce n'est pas dans le chauffage, de dire maintenant tout le monde sait faire. En termes de confort d'été. On n'a jamais dépassé 27 degrés l'été sans aucune climatisation. Justement lié à… Voilà, tu as raison, grâce aux usages qu'on maîtrise et qui ne font plus rien, donc qui ne dégagent pas de chaleur l'été. Voilà. Tout à fait. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un sujet important, le confort d'été que vous venez de signaler, André, sur justement la question de la problématique de la température à l'intérieur des logements. Comment, au niveau réglementaire, comment tout ça s'est élaboré et quelles sont les tendances dans le futur? Je ne sais pas répondre à quelle est la dernière méthode de calcul pour caractériser le confort d'été à l'intérieur des logements pour la future réglementation. En revanche, les solutions elles existaient avant même les réglementations, les anciens les connaissaient. Et je pense qu'il faut en priorité agir sur des solutions passives, sur des solutions plus robustes et compléter après, s'il y a besoin, via des équipements, des solutions actives. Les solutions passives, en gros, c'est se mettre à l'abri du soleil. Ça paraît bête comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire des protections solaires. La végétation aussi, c'est notre protection solaire. Mettre à l'abri du soleil, c'est-à-dire couper la source le plus possible. Ensuite, il y a le confort qui est lié aussi au renouvellement d'air, enfin plutôt à la vitesse de l'air. Et donc, la conception architecturale de locaux, d'espaces traversants, c'est-à-dire qui créent un courant d'air, ça améliore énormément le confort. Enfin, je terminerai sur le sujet de l'inertie thermique.
suivant où elle est placée, premièrement, et deuxièmement, comment elle est utilisée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une ventilation nocturne pour améliorer, rafraîchir un petit peu l'intérieur, et puis dans la journée se mettre à l'abri et rafraîchir la nuit. Voilà les grands principes. Alors, espérons que cette future réglementation permette d'agir le plus possible sur les principes robustes, durables que sont l'architecture, l'inertie, les protections solaires, plus que la performance de tel ou tel équipement actif pour cela. Peut-être que je pose Olivier, je te laisse compléter. Je parle résidentiel, mais peut-être qu'il faut dire 2 mots sur, excuse-moi, sur le non résidentiel. Oui, que tu sois en résidentiel ou en tertiaire, je pense que la toute première des choses à faire, c'est celle qui consiste à réduire la consommation de tous les appareils électriques qui sont à l'intérieur du logement. C'est la grosse source. Il y a 20 ans, on avait fait une campagne de mesure dans un bâtiment, c'était l'année de la canicule en plus, et on avait découvert que les apports de l'électroménager, on avait mesuré dans tous les logements, c'était 2 degrés de plus en permanence par rapport à la température extérieure. Donc, c'est considérable. Donc, et si on arrive aujourd'hui à faire des bâtiments qui ne consomment plus rien, on règle en même temps le confort d'été. C'est-à-dire que dans le tertiaire de bureaux, c'est la principale raison. Il y a 40 ans, on ne climatisait pas les bureaux. Aujourd'hui, on les climatise essentiellement parce qu'il y a un éclairage qui est diabolique, on peut dire des choses comme ça, puisque les gens sont obligés d'enlever un tube sur 2 tellement ils ont trop de lumière. Et deuxièmement, c'est l'informatique qui n'est pas du tout maîtrisée, qui marche en permanence, qui marche même la nuit, les week-ends. Enfin, on a des consommations constantes, très élevées, qui dégagent de la chaleur. Donc, la première des choses, c'est de maîtriser toutes ces consommations-là, les réduire le plus qu'on peut. Et ensuite, tout ce que dit André vient se rajouter et compléter pour effectivement avoir une température. Dans nos bureaux, on n'a jamais dépassé 27 degrés. L'inertie joue un rôle extrêmement important parce qu'elle va permettre de temporiser, d'éviter les montées. C'est un amortisseur en fait. Et donc, ça évite les montées de température. Et donc, la meilleure solution, c'est d'ouvrir la nuit, de ventiler la nuit avec de l'air frais parce que l'été, l'air peut être frais la nuit. Et à ce moment-là, on rafraîchit les structures, on élimine cette chaleur qui est rentrée la journée. Et la journée, elle se remplit, etc. Voilà, et là aussi, la simulation dynamique est pour nous le seul outil très fiable sur ça. Ça nous donne les informations d'hiver, comme on voyait tout à l'heure, mais on peut aussi regarder comment évolue la température l'été. Et on trace ce qu'on appelle des courbes de fréquence cumulées, c'est-à-dire on classe les températures dans la saison d'été, dans les 3 mois d'été, depuis la plus élevée jusqu'à la plus faible, et on décide qu'on ne veut pas dépasser pendant plus de X% de temps, ou 40 heures. On avait dit pendant 40 heures, pas plus de 28 degrés. Ça a été un critère pendant longtemps. On a directement, avec ce classement des températures, on sait pendant combien d'heures on dépasse une valeur seuil donnée. Voilà. Donc ça, c'est des outils très intéressants pour celui qui veut concevoir de manière précise, encore une fois, pas dans une maison, mais dans du tertiaire et dans des bâtiments collectifs pour savoir exactement comment ça va se comporter l'été et comment joue l'inertie, puisque ça, on peut le faire très bien en simulation dynamique. Parce que votre future maison, donc, qui sera zéro chauffage, sera également, j'imagine, zéro climatisation. Ah oui, il n'y a pas de climatisation dedans. Elle est en paille et en bois, comme les locaux d'Enertech d'ailleurs. Ça, c'est pour le carbone, c'est ce que disait André tout à l'heure. Et par contre, j'ai rajouté de la terre crue dans les planchers en bois d'étage pour avoir de l'inertie. Si je n'ai pas d'inertie, je ne maîtriserai pas les températures l'été. Donc, c'est assez particulier, oui.